Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast. Mon nom est Peter Quinn, directeur de l'équipe Multiprêt commercial. Je suis en compagnie de mon collègue Claude Fugère, qui est également courtier hypothécaire commercial. Et Bonjour. nous avons aujourd'hui comme invité Jean Daigneault, consultant en génie industriel et qui est chez Implantec Exact. et également enseignant à l'ETS et au collège Lionel Groulx. Bonjour Jean. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté. Bienvenue. Alors, dans le fond, vous comprenez que Multiprêt commercial, équipe élite, on est là pour vous aider au financement d'immeubles, que ce soit du résidentiel multilogement, du commercial ou de l'industriel. Et ce matin, on veut vous parler d'industriel parce que souvent, on a besoin de conseils d'experts. Donc, si on veut commencer par la base, Jean, une question simple, là, qu'est-ce que c'est le génie industriel? Effectivement, c'est un génie qui est méconnu ou peu connu, bien que ça existe depuis 60-70 ans environ. C'est un génie qui est issu du génie mécanique, mais donc on touche la science du génie en génie industriel. Mais ce qu'on vise à faire, dans le fond, c'est d'intégrer à l'intérieur de projets, intégrer des matériaux qui sont utilisés, des équipements et de la main-d'œuvre pour produire un produit ou un service au meilleur coût possible selon une qualité donnée. Donc, évidemment, notre service s'adresse à des entreprises qui sont manufacturières, à des centres de distribution, mais à toute entreprise de service aussi, parce qu'il y a effectivement souvent des équipements. La plupart du temps, il y a évidemment de la main-d'œuvre. La portion matériaux se retrouve plus évidemment dans des usines et dans des centres de distribution. De façon générale, on pourrait dire l'ingénieur industriel est là pour optimiser les opérations dans des entreprises. Et j'ajouterais que même une des plus belles définitions que j'utilise envers les étudiants lorsque j'enseigne et que j'avais eu d'un bon vieux prof universitaire, il nous avait dit un jour, vous êtes des médecins généralistes de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on touche à toutes les opérations, mais on ne viendra pas se prétendre en tant qu'ingénieur industriel spécialiste en marketing ou spécialiste en finance. Mais tous les autres aspects, donc où il y a de l'approvisionnement au niveau matière, de la gestion des opérations, la gestion des ressources humaines. Alors, on a des cours qui touchent ces domaines-là. Et donc, c'est pour ça que ça globalise pas mal de choses. OK. Fait que c'est ça. C'est vraiment l'organisation et ses activités, le portrait de tout ça, puis vous allez aider à ce niveau-là. Exact. Et en quoi l'ingénieur industriel, lui, va avoir un lien avec une acquisition là, d'un local industriel ou une construction d'usine même, là, tu sais? Oui. Bien, effectivement, dans l'ensemble des cours qui sont donnés dans cette spécialité-là, il y a autant des cours qui touchent la qualité, la gestion de production, les méthodes de travail, mais on a des cours qui touchent carrément l'aménagement d'usines. Et je vous dirais, outre des gens qui suivent des cours en génie mécanique, tandis que le génie industriel vient du génie mécanique, il y a certaines universités qui vont même donner un cours d'aménagement d'usine dans une spécialité de mécanique, mais c'est vraiment propre au génie industriel, l'aspect aménagement d'usine. Alors évidemment, je vous dirais, on est utile là-dedans et pourquoi on est là. C'est un peu comme un architecte ou un designer d'intérieur de bureau. Dans tous ces projets-là d'acquisition d'espace, ces experts-là viennent jouer un rôle parce qu'il y a des réflexions à faire sur l'organisation, les méthodes. Et nous, on joue exactement ce même rôle-là, mais pour un plancher de production, pour un centre de distribution. Et oui, dans certaines entreprises de services, j'ai déjà aménagé des laboratoires d'analyse chimique, etc. Donc, tout espace technique, je vous dirais, on a un rôle à jouer. J'ai fait déjà des garages d'entretien mécanique de municipalités et autres. Ça vous donne un petit peu l'ampleur dans Toute laquelle la on logique peut travailler. d'aménagement, dans le fond. Un peu, entre autres, j'imagine, quand les opérations vont, si on parle de production, entre autres,
du produit initial jusqu'au produit fini. Il y a une logique Tout à fait. dans l'entreprise Tout à fait. pour pas que les gens se promènent comme ça. On veut Tout qu'il y à ait une fait. chaîne logique dans tout ça. Tout à fait. Et même, je te dirais, à l'ETS, alors dépendant des institutions, mais à l'ETS, tout l'aspect génie industriel, c'est sous la vocable génie des opérations et de la logistique. Ouais. Alors, et la logistique englobe la logistique des matières dans une usine, mais englobe aussi toute la logistique de centres de distribution et même de l'aspect transport et autres. Donc, on peut venir toucher à ces aspects-là aussi. Puis je suis sûr que c'est comme le reste, hein, avec l'automatisation et tout ça, ben, des fois, on achète des équipements, mais on continue à faire les choses comme on les faisait, puis oups, c'est peut-être plus tout à fait adéquat. Là, tout à fait, tout à fait. C'est exactement le cas. Puis effectivement, on va avoir la chance d'en reparler alors de cet aspect-là. Alors, c'est sûr qu'on amène de la nouveauté et comme on est méconnu, ben ça change les choses, effectivement. L'autre point que je pense qui est probablement couvert dans vos choses, c'est la santé et sécurité au travail. Oui. J'imagine que vous portez attention aussi à tous ces facteurs-là. On fait plus que porter attention. On donne des cours dans le domaine, on reçoit des cours dans le domaine. Et dites-vous que effectivement, dans des projets d'aménagement d'usine, il va y avoir, oui, des équipements, des palettiers. Et il faut qu'on réfléchisse à faire en sorte qu'on minimise le potentiel d'accident. Alors, sinon, oui, on a des assurances qui peuvent nous couvrir, mais on peut être rapidement visé si jamais il y a une situation catastrophique qui se produit. Alors, à cause de ça, ben on apprend les règles de base et évidemment, moi, je les enseigne en plus. Donc, le fait que des palettiers se doivent d'être boulonnés au plancher, mais c'est un exemple simple que je vous donne là. Mais encore ce matin, je discutais la distance entre un panneau électrique ou n'importe quel interrupteur doit être de 1 mètre en avant, ce que plein d'entreprises ne respectent pas. Fait que bref, il y a une série de choses qui touchent la santé et sécurité. Et là, je ne parle même pas d'avoir des équipements de protection individuelle qui sont des sujets qu'on couvre aussi. Ce qui fait qu'il y en a qui sont spécialisés même juste là-dedans, dans notre domaine, en santé et sécurité, pur et dur. Absolument. Ils ne font pas de projet spécifique d'aménagement, mais ils ont une expertise en santé et sécurité, pur et dur. OK. Puis, que ce soit là un achat d'usine existante ou une construction, les propriétaires là, qui veulent qui ont un projet, dans le fond, pourquoi ils devraient collaborer là, avec un ingénieur industriel dans leur projet? Puis là, tu as donné des idées, puis je pense que c'est des avantages, des valeurs ajoutées, mais entre autres, là, outre ça. Bien, c'est que souvent, les gens minimisent un peu cet aspect-là. Ils voient l'aménagement d'usine comme un dessin qu'on fait imprimer. On découpe les équipements, puis après ça, on regarde le bâtiment futur où on veut s'en aller ou notre propre bâtiment qu'on agrandit. Et là, on dit on va placer les équipements, puis on va les coller, puis c'est ça que ça va donner. Il y a vraiment des approches scientifiques. Nous, on a des méthodes en entonnoir pour développer des plans d'aménagement d'usine. Donc, ça se fait pas juste en faisant du collage là, sur une feuille, c'est sûr et certain. Vous savez que dans des projets comme ça, il y a des centaines d'activités qui doivent être faites. Là. Oui, la construction, c'est une chose, mais aménager une usine complète, il y a plein de choses à réfléchir. Et au fil des années, moi, ça va faire bientôt 40 ans là, que je pratique dans le domaine. J'ai développé, je n'ai pas pris ça sur le web, là, ça n'existait pas dans le temps de toute façon. J'ai développé, juste pour l'aspect gestion de relocalisation, je ne parle même pas du développement de plans d'aménagement, mais un checklist de plus d'une centaine de points. Et évidemment, les clients ont toujours hâte de passer cette liste-là pour être sûr qu'il n'y a rien qui a été omis ou qui n'ont pas pensé dans leur projet. Et si vous saviez le nombre de fois où on accroche des points là-dedans, où les gens disent... Et, tu sais, je me rappelle d'un, il n'y a pas tellement d'années, usine de produits chimiques. Puis l'un de mes derniers points, as-tu obtenu ton permis d'opération, tu sais?
Et c'est quoi ça? Il avait acheté Et l'usine il y c'est a la 10 ans. base, hein? Et juste vous dire, dans ce dossier-là, il a levé de terre, il est en construction, il dit, je comprends pas. J'ai un entrepreneur général, j'ai des notaires qui ont travaillé là-dedans, Personne n'y avait j'ai parlé des de ça. banquiers, j'ai plein de monde. Personne ne m'a jamais mentionné ça, mais là, j'ai dit, c'est parce que le petit magasin de chaussures dans le centre d'achat, il a besoin d'un permis d'opération, là, même si on sait que dans le centre d'achat, c'est juste des vêtements qu'on vend et bon, des articles. Et là, j'ai dit, toi, tu as une usine de produits chimiques, là. Comme Fait que là, il important. dit, je fais quoi? Mm. Ben là, j'ai dit, là, tu vas rappeler ton courtier immobilier qui t'a mis en contact, pars par là. Et c'est pour vous dire que les gens échappent des morceaux. Ouais. Alors, parce qu'ils ne sont pas au courant, il y a une demande de certificat d'opérer au ministère de l'Environnement. La plupart des gens ne savent même pas qu'il y a une loi qui existe. Il faut que tu fasses une demande. Ouais. Alors, donc, il y a plein d'éléments comme ça. Évidemment, tantôt, tu parlais de nouveautés, mais c'est sûr qu'on a toutes sortes de concepts qui ne viennent pas de nous, je n'ai pas cette prétention-là, qui viennent des Japonais. Les Japonais, la méthode Toyota, mais bien d'autres choses autour de ça. Si on a tous une image en tête de la grosseur du Japon en termes de superficie, et dites-vous que c'est montagneux en plus. Ces gens-là, voulaient produire des voitures, de l'électronique, un paquet de produits pour fournir le monde. C'est clair que quand tu n'as pas d'espace, mais tu es comme un peu au pied du mur, et donc il faut que tu développes des façons de faire. Alors, eux, on dit, il faut trouver des moyens de produire sans matière première, parce qu'ils n'en ont pas, là, ils n'ont pas des mines, puis il faut qu'on le fasse sans produit en cours sur notre plancher d'usine, puis sans produit fini non plus, parce que si on prend de la place pour ces choses-là, on n'aura pas de place pour mettre les équipements. Ouais. Et donc, ils ont développé toutes sortes de trucs. Je vous parle de concepts de cellules manufacturières, de méthodes Kanban pour gérer des pièces, de méthodes 5S. Ce sont des Japonais, mais pour vous, c'est peut-être du chinois, là, ce que je suis en train de vous conter là. Mais sauf que leur méthode, et on connaît la fiabilité de certaines voitures japonaises, je ne veux pas en nommer une plus que d'autres, mais on peut bien nommer Toyota. Je veux dire, en arrière de ça, il y a des années de développement de concepts. Et ces concepts-là se sont transférés, oui, en Chine, mais avant ça, en Amérique du Nord. Et dans le fond, aujourd'hui, on enseigne ces concepts-là et on met ça en place. Sauf qu'il y a encore plein d'entreprises qui n'ont pas entendu parler de ces mots-là, malgré les formations qui se donnent, cégep, université et autres, parce qu'encore là, on est un domaine méconnu. Les gens savent un peu plus c'est quoi un ingénieur mécanique, un ingénieur électrique, un ingénieur civil. Mais quand tu parles de génie industriel, c'est quoi cette bébête-là? Alors, c'est un peu ça. On a aussi, quand on parle pour les entrepreneurs, évidemment, une connaissance accrue quand tu te spécialises dans un domaine comme l'aménagement. Mais tu finis par connaître au fil des années, dépendant de ce que tu offres. Là. Pour ma part, j'offre la portion développement de plan d'aménagement. L'argent est là. Mais j'offre la portion gestion de relocalisation parce qu'il faut que le projet se fasse. Et des fois, les gens vont dire, j'ai mon entrepreneur, j'ai mon électricien, ça va. Mais admettons qu'il y a des manques de ce côté-là, puis souvent, il y en a même au niveau déménagement, parce que les entreprises achètent des équipements au fur et à mesure, au fil des années. Ça fait 10 ans, 20 ans qu'ils sont au même endroit. Ils ont acheté un équipement à la fois. C'est venu avec un déménageur qui travaillait peut-être pour l'entreprise pour laquelle ils ont acheté l'équipement. Leur électricien a peut-être branché, mais le jour où ils décident d'en déménager 30, 40 du coup, qui va faire ça? Qui peut faire ça? Tout ce monde-là. Ben non. Puis là, si tu ouvres le web, on va dire anciennement les pages jaunes, c'est qui que je choisis là-dedans? Qui est un expert? Fait qu'au fil des années, nous, évidemment, on a connu des experts déménageurs d'équipement qui sont différents des experts qui vont démanteler des palettiers puis qui vont les remonter, qui sont différents des déménageurs qui déménagent des bureaux. Et donc, on fait des appels d'offres pour faire en sorte d'avoir des prix pour ces gens-là. Puis si vous saviez les différences de prix, j'ai des clients, moi, qui s'étaient fait budgéter parce qu'ils travaillaient avec exemple, 100 000 pour le déménager. Ouais. Et nous, après appel d'offres, ça sort à 40 000. Et là, le client, il me dit, Jean, t'es sûr qu'on va pouvoir déménager à ce prix-là? Je te dis oui, parce que les gens qui sont là, je travaille avec eux depuis 10 ans.
il n'y en a pas un là-dedans qui va vous laisser tomber. Mm. Puis s'il y en a un qui vous laisse tomber, je ne l'inviterai plus après dans d'autres projets. Fait que donc, puis tout ça se fait enveloppe fermée, là. Soyez Dans très les sûr. règles de l'art. Très sûr. Ah ouais, non, ça, c'est super Pas le important. choix, là. Et donc, ça pour vous dire que c'est une valeur ajoutée aux clients. Et évidemment aussi, tout ça fait en sorte que ça sécurise les clients qui ont des projets de cette nature-là, de voir des gens qui en ont vécu d'autres, qui en vivent à chaque année, parce que c'est pas la spécialité de l'entreprise. Là. Si tu es un fabricant de portes et fenêtres, tu es principalement un fabricant de portes et fenêtres, tu ne fais pas de déménagement à tous les ans. Puis c'est peut-être ça la particularité. Tu sais, je peux comprendre, moi, le propriétaire de business qui dit, garde, je connais mon affaire, je sais qu'est-ce que j'ai à faire, je sais comment je fais tout ça. Ouais. Mais on y va avec nos paradigmes, on y va avec notre expérience. Puis c'est là où il peut y avoir une différence importante. Tu sais, puis tes contacts, évidemment, vont faire Oui. vont avoir un gros. Puis dans la gros façon de avantage. faire pour eux sur le plancher, c'est-à-dire que comme ils vont avec leur façon de faire, les connaissances des gens qui n'est absolument pas à négliger. Là. Quelqu'un qui est là depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, je leur dis toujours, vous avez acquis des connaissances incroyables dans votre domaine. Et le projet qu'on va développer, c'est pas moi seul qui va le faire, notre bureau, c'est en collaboration avec vous. On va partager les connaissances. Exact, et c'est un mix. Parce que ces gens-là, pendant qu'ils sont sur le plancher de production, qui gèrent des commandes en tant que directeur de production, ben ils ne font pas des salons comme j'étais la semaine dernière à Toronto pour voir des équipements manufacturiers, des nouveaux systèmes de manutention ou autres. Alors ça, c'est le genre de salon dans lesquels moi je me tiens. Et évidemment, ça amène des nouveautés au niveau technique. Puis là, ben, quand vous combinez ça avec des façons de faire au niveau de la production aujourd'hui, où on produit de moins en moins avec des départements, OK? Quand vous rentrez dans une usine, puis il y a 5 scies, puis ils sont tous ensemble, puis il y a 6 plieuses, puis ils sont tous ensemble, puis qu'il y a un chef d'équipe de la coupe, puis un chef d'équipe au pliage, puis eux autres sont ceux qui ont la bonne recette, là. Ouais. Eh bien, la réalité, c'est que s'ils sont rendus avec autant d'équipements, c'est qu'ils ont des produits qui font à haut volume. Et au lieu de déplacer par l'eau des produits d'un département à l'autre puis de prendre le dernier morceau sur la palette, ben tu es peut-être mieux de te mettre un équipement de coupe avec une plieuse puis une perceuse en cellule. Puis être 3 ou être 2 ou être seul, puis tu as passé le morceau. Puis au bout, quand tu as fini de mettre le trou, tu es peut-être proche de la ligne d'assemblage. Ils vont venir pour assembler le produit. Ben oui. Alors, j'image ça un peu, mais c'est réellement ça. Puis là, ben, si le trou n'est pas à bonne place, là, quelqu'un va dire « Hey! Mais si vous avez fait 400 pièces, que ça vous a pris 3 semaines de les promener d'un département à l'autre, puis qu'il faut livrer le client dans 2-3 jours, puis qu'on est le vendredi en plein été, puis qu'est-ce qui se passe? Il fait chaud, tout le monde est fatigué. Puis, exact. Personne ne voilà. va rester en fin de semaine. Puis là, tu es obligé d'appeler le client, dire, il y a un délai. Ça, c'est, je vous dirais, le commun des entreprises. Ouais. De la même manière, on les fait réfléchir à ça, nous, avant de dire, on va développer un plan d'aménagement, même avec les équipements que tu as. Alors, ça va jusque-là. Ça serait quoi, tu sais, parce que c'est intéressant, là, tu parles d'erreurs et tout ça, puis c'est quoi qui, peut-être, les plus typiques, là? Qu'est-ce qu'on peut voir là, qui serait facilement évitable, finalement? Mais que... Je te dirais, de nier, qu'il y a de l'expertise qui existe pour amener une plus-value aux façons de faire. Ça, c'est une première erreur. Parce qu'il y en a réellement, il y a déjà des gens qui m'ont référé à des endroits. Et lorsque j'ai été reçu, « Ah non, mon gars a 25 ans d'expérience dans le domaine. Qu'est-ce que toi, tu peux bien me montrer là, que je ne sais pas faire? » Sauf que je vous dirais que souvent, une des questions que je pose, pour être sur le même thème, je vais poser la question, quels sont les délais de livraison que vous donnez à vos clients? Là. Admettons que tu as un lot de 20 tables à faire pour une classe. Admettons que tu es un fournisseur de mobilier de classe dans des écoles. Bien là, les gens vont dire, regarde, normalement, c'est 13, 14 semaines de délai de livraison. Là, on parle en temps normal. Là. Actuellement, les gens vont donner des délais encore plus longs. Là. Et là, moi, je pose la même question. Je suis ton meilleur client. Je te donne 50 % de ta business par année.
Puis là, je t'appelle parce qu'on vient de réaliser qu'il y a une classe qu'on a oublié de te commander. Ouais. Il faut la livrer dans une semaine. Puis ça se passe de président à président, appelle-les donc. Ben là, Joe, tu peux-tu me livrer dans une semaine? Qu'est-ce que le président à l'autre bout dit? Ben, s'il est intelligent, il va dire, laisse-moi vérifier avec mon directeur de production quelques instants. Il va demander au directeur de production, on a-tu la matière ou on peut-tu l'avoir pour demain? Puis, évidemment, est-ce qu'on est capable de livrer ça pour vendredi? Clairement, là. Et clairement, qu'est-ce qu'il va faire le directeur de production? Il va dire, ben oui, on est capable pour vendredi. Et la réponse va revenir à l'autre bout. Oui, pour vendredi, on va te livrer ça. Alors là, comment ça se fait qu'on est capable de livrer une commande en une semaine alors que c'est 14 semaines qu'on donne habituellement? Ben là, évidemment, la personne va dire, ben c'est parce que aussitôt qu'on a coupé, on s'en va au pliage avec les morceaux, puis tout de suite au perçage, puis après ça, s'il y a de la peinture, le surlendemain, c'est peinturé, puis on s'en va à l'assemblage. Je dis, c'est quoi ce genre de commande-là? Comment ça se fait que cette commande-là? Ben oui, c'est une commande roche. Tu sais, alors c'est ça le nom typique. Et là, je dis, dans le fond, vous allez d'une étape à l'autre, puis vous arrivez en une semaine à sortir la commande. Ben oui. Alors moi, candidement, je pose toujours la question, mais pourquoi vos commandes, c'est pas toutes des commandes roches? Ça vous tente pas de faire ça de même tout le temps? T'sais? Exact. Et là toutes sortes de réactions. Il y en a des fois que là, ils tombent en 30 secondes de silence. D'autres disent très rapidement, tu connais pas ma business. Hey, j'ai 300-400 commandes, là, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça jusqu'à temps qu'on lui prouve qu'on l'a fait ailleurs. Ouais. Et que dans le fond, si on en fait moins de commandes en même temps, mais qu'on s'organise physiquement sur le plancher pour les produire plus rapidement, ben là, ça change toute la donne. Ouais. Fait que vous imaginez que, si on revient à la prémisse du début, si j'ai des départements avec 4, 5, 6 équipements ensemble, puis que je défais ça pour jumeler, ça change la gestion des opérations, parce qu'il n'y a plus un contre-mètre de la coupe, mais ça va changer le délai. Absolument. Et tout ça a toutes sortes d'impacts. Donc, physiquement, on va couper des produits en cours. Ouais. Fait que ça va avoir aussi des impacts. Alors, un des éléments qui est une erreur, outre de nier un peu l'existence de nouvelles méthodes, c'est de faire carrément une erreur sur les espaces qui sont requis. Donc, très souvent, les gens vont estimer un espace. Ah, on a 40 000. Je pense que 55 000, on serait correct. Puis là, ben, il enclenche dans d'autres phases après avec ça. J'en ai vu, moi, choisir un terrain, penser qu'il y avait besoin d'une usine de telle grandeur. J'ai fait un dessin préliminaire. Là, on dit, ben là, ça ne rentrera jamais sur le terrain. Ben, c'est ça, tu as totalement raison. Ouais. On leur a fait changer de terrain. Ce client-là m'a référé des dizaines et des dizaines de fois. Je pense à un autre client qui a négocié un bâtiment qui était... qui appartenait à une banque, il y avait eu une faillite, donc c'est une reprise de finances. Pendant presque un an, il a rêvé d'aller dans ce bâtisse-là. Il a fini par closer sa bâtisse. Il m'appelle une fois que c'est fait. Puis là, il me dit, Jean, ben, je veux que tu aménages mon usine. J'arrive là, une traque de chemin de fer en arrière, 2 voisins collés chaque bord. On fait l'aménagement. Il dit, c'est donc bien plein. Ben, oui, c'est ça que tu as comme équipement. Ouais, mais là, comment je vais avoir une croissance? Ce même client-là, il espérait avoir une salle de conférence. On en a mis une au début, puis je vous dirais que 3 mois plus tard, il y avait 3 personnes dans sa salle de conférence. Ouais. Fait que quand on une mauvaise planification des espaces, bien, ça t'empêche de pouvoir mettre des nouveaux équipements, mettre des nouvelles lignes de produits. Un client, pas tellement loin d'où nous sommes, qui est un centre de distribution, m'appelle une fois que le deal est fait. Je fais le projet. Je suis obligé de leur mettre un système particulier d'entreposage, double profondeur, pour arriver à rentrer tout le matériel dans son nouveau local, qui pour eux était bien plus grand que l'autre. La réalité, c'était pas ça. Et là, du jour au lendemain, ils ne peuvent plus se rajouter des lignes de produits. Parce que quand tu es un distributeur, puis tu as des boissons, peu importe, puis tu veux rajouter une autre gamme de boissons d'un autre manufacturier, il faut que tu aies au moins quelques boîtes, quelques palettes de chacun de ces produits. Tu es un distributeur.
Mais si tu n'es pas capable de mettre tes produits Ça dans va pas bien. tes palettiers, étagères, c'est pas très, très agréable. Alors, en gros, donc ça, mauvaise évaluation, c'est ça. L'autre, je vais peut-être être dur un peu, ça a l'air de ça, envers certains collègues de d'autres professions. Mais je dis souvent, je fais une blague avec ça, même avec mes étudiants, je dis, je vais être sur mon lit de mort, c'est un peu macabre, mais je vais encore dire à l'entrepreneur, propriétaire d'entreprise, appelle l'ingénieur industriel avant d'appeler l'architecte, avant d'appeler l'entrepreneur général, avant d'appeler le courtier immobilier. Pourquoi? Parce que tous ces spécialistes-là ont réellement leur place dans un projet, mais il y a un ordre là-dedans. Et si tu n'as pas bien évalué tes besoins, si tu n'as pas revu comment ta stratégie de production pouvait être différente, bien, tu vas peut-être faire une erreur dans tes espaces conséquemment. Et après ça, il va être un peu trop tard. Clairement. Alors, donc on joue un rôle là. Et si on fait ce rôle-là comme il faut dans nos secteurs d'activité, je ne viendrai pas jouer dans l'aménagement de bureaux, des designers de bureaux. Je travaille avec eux. Ils sont à côté de moi, suggérés par moi ou des fois sous moi parce que le propriétaire veut avoir une facture, mais ça, c'est du détail. Mais ils font leur travail au niveau des bureaux, comme l'architecte au niveau de l'enveloppe du bâtiment, d'espace aussi. On leur enseigne à aménager des espaces. Mais les architectes qui se respectent ne viendront pas jouer dans l'organisation d'un centre de distribution ou d'une usine ne connaissant pas les procédés. Alors, c'est ça. Donc, il y en a qui nous découvrent, évidemment, mais c'est ça. Fait que ça, c'est... Fait que si on se demande c'est l'œuf ou la poule, on comprend qu'en matière d'aménagement d'usine ou d'installation, bon, on parle avec l'ingénieur en premier, puis après ça, les autres étapes vont suivre. Exact. Je te dirais ingénieur industriel, parce qu'après ça, c'est sûr, il va y avoir des ingénieurs mécaniques, électriques. Oui, exact. Et eux vont suivre avec l'architecture, évidemment, parce que il y a des aspects de ventilation, des aspects d'entrée électrique, etc., etc. Puis là, on a parlé des erreurs qu'on pourrait éviter, mais en même temps, si on parle des gains qu'on a à aller chercher là, en collaborant avec un... Ben, écoutez, des gains, il y en a de toutes sortes. D'abord, il y a des gains en manutention de matériel. Lorsque nous, on fait des projets d'aménagement, que j'enseigne ce domaine-là, l'objectif principal, c'est de réduire les manutentions, qu'on ait les manutentions les moins fréquentes possibles, les plus courtes possibles, et que là où on fait le plus de produits, mais ça ne soit pas justement là où on a le plus de manutention à faire, parce que ce qui se passe souvent, là, l'usine, il y a un peu d'espace, on va rajouter les derniers équipements pour les nouveaux produits, ben, où il y a de la place en arrière, finalement, tu es très loin de tes portes. Puis là, au bout d'un certain temps, les gens disent... ça risque d'être celui qui va être le plus en demande. En plein ça. Fait que là, on traverse toute l'usine pour se rendre aux endroits, puis on revient sur nos pas. Bref, vous voyez un peu le portrait. Fait que des gains en manutention, c'est pas rare qu'on a 20 ou 30 % de gains en manutention. Je vous dirais que, sans parler d'aménagement, quand on parle de génie industriel, il y a une technique qu'on appelle les observations instantanées, là. On rentre dans une usine, on fait de la statistique. On ouvre nos yeux dans un département où il est supposé avoir 10 personnes. Et là, on en voit combien qui percent ou qui plient. Là, ils rajoutent de la valeur à ce moment-là. Mais s'il y en a qui marchent, s'il y en a qui se parlent, s'il y en a qui écrivent un document, s'il y en a qui ne sont pas là, tu rentres, ils sont supposés être 10, mais il y en a 8. Peut-être qu'il y en a un aux ressources humaines, mais tout ça pour dire que des usines où il n'y a pas eu d'ingénieur industriel, la portion valeur ajoutée, où on ajoute sur un produit, c'est souvent pas plus que 30 %. Ça veut dire que si tu as une masse salariale de 10 millions, il y en a 3 millions qui servent à quelque chose. Il y en a 7 millions qui servent à remplir des rapports, discuter, pas être là, manutentionner, marcher. C'est tout ça. Fait que de ce 70-là, il y en a 20 ou 30 % qui est juste de la manutention. Et c'est ça qu'on essaie de couper. Fait que oui, il va y avoir des gains en main-d'œuvre dans les usines quand on travaille avec des gens, que ce soit un réaménagement interne ou dans un contexte de déménagement, relocalisation. Il y a des gains, pas juste en manutention, mais en espace. Il n'est pas rare qu'on fasse des projets où on réduit l'espace plancher requis. Fait que ça, c'est tout un impact, là, parce que dans certains cas, les gens nous appellent parce qu'ils veulent déménager,
Puis notre réponse, c'est de dire, tu peux rester là encore 5 ans. Ouais. Quand tu vas être rendu à tel volume, puis là, comment ça? Pourquoi? Ben, je vais faire fondre tout ton produit en cours. Je vais faire fondre une partie de tes matières premières et tes produits finis. Il ne faut pas qu'il y en ait non plus. Parce qu'on va penser différemment. Ouais. Et ça a des impacts, c'est sûr. Le temps de passage, les gens ne voient pas ça. À quel moment tu coupes ton acier ou tu coupes ta feuille de plywood, puis part le chronomètre, puis à quel moment ça sort de ton usine pour être livré chez le client. Et c'est là, quand on parle des 14 semaines, là, bien souvent, c'est ce qui se passe. Mais nous, on bâtit des usines où, avec les concepts de juste à temps qui viennent des Japonais, ce qu'on faisait en termes de mois, on le ramène en semaines. Un 8 mois se ramène en 8 semaines. Ce qu'on fait en semaine, on le pense en jours. Un 8 semaines devrait être un 8 jours. Et le 8 jours pourrait être 8 heures. Là, il faut examiner de plus près, parce que, bon, s'il y a un temps de séchage, on ne l'atteindra pas. Oui. Mais quand on regarde le temps réel que les gens passent à rajouter de la valeur sur des produits, c'est ça, je fais un lien avec mon exemple de tout à l'heure d'une semaine. Tu sais, la job de 30 bureaux, c'est combien d'heures hommes? Bien, la personne va dire, on a à peu près 40 heures hommes. Tu as combien de gars dans ta shop? On en a 40. Donc, il te donne 1600 heures par semaine. Puis là, tu as une job de 40 heures, puis tu prends 14 semaines pour la faire. Peux-tu t'imaginer toutes les pertes en chemin? C'est énorme. Fait que donc, nous, on essaie de raccourcir le temps de passage. Ça, c'est la clé, qu'un produit se fasse en continu, même s'il n'y a pas de convoyeur. Lorsqu'il y a des endroits où on fait du gros volume, mais c'est pas souvent le cas au Québec. Au Québec, on est beaucoup dans le custom, dans plein d'endroits dans le monde aussi. Donc, l'idée, c'est avoir un temps de passage le plus court possible. Fait que si c'est vrai que tu as 40 heures hommes à mettre, puis quand tu regardes ça, bien, des bureaux, tu as peut-être des pattes en parallèle avec les dessus. Fait qu'il y a des heures hommes qui peuvent mettre ensemble, mais tu es peut-être capable de produire le produit au complet, même pas dans une semaine, mais dans 3-4 jours. Si tu t'organises pour qu'après chaque opération, on soit à l'étape suivante. À la blague, je dis souvent en enseignement, mettez-vous à la place de la matière première. Vous êtes un 2x4, et là, on vous reçoit en gros bundle, parce que c'est comme ça qu'on va acheter ça. Fait que vous êtes reçu à l'horizontale. Parfait, on vous met dans un pelletier. À partir de là, vous êtes là dans ce pelletier-là combien de temps? 1 heure, 2 jours, 3 semaines, 2 mois. Puis là, on vous prend. Puis là, on va vous, mettons, on va vous botter là, dans le langage, couper les 2 extrémités, au compte coupe la tête et les pieds. Bon, ça fait rire un petit peu le monde. Puis là, on t'a coupé. On t'a coupé tes autres chums à côté de toi aussi, parce qu'on vous produit en lot, ce qui devrait peut-être pas être le cas. Puis là, on vous a mis sur une palette. Puis là, on vous a laissé combien de temps avant la prochaine opération qui est du perçage? 1 heure, 2 jours, 1 semaine et demie. Fait que nous, tout ça, on essaie de ramener ça dans des délais les plus courts possibles. C'est ce qui fait que les entreprises vont finir par faire leurs 300-400 commandes et en faire plus. Et tout ça dans des délais. Avec le même nombre de gens. Avec le même nombre de gens. Et peut-être moins. Tu as tout à fait raison. C'est vraiment ce qui se produit. Fait que ça amène des profits supplémentaires, tout ça. Tu sais, je disais, on travaille l'optimisation, on travaille la productivité. La productivité, c'est un output sur un input. Et dans le fond, tu vas essayer de produire 100 tables, tu le produis peut-être avec 50 personnes. Mais est-ce que tu es capable de le produire avec 40 ou avec 30? Fait que, tu sais, je me souviens d'une usine, quand on parle de ça, puis c'est souvent des profits bruts, là, on travaille là-dessus. Nous, tous les gains qu'on fait, c'est direct sa ligne d'en bas. Alors, quelqu'un qui veut rajouter des profits, mais s'il travaille sur ces volets-là, il y a des chances de faire des gains assez rapidement, versus dire, si je fais 10 millions de chiffre d'affaires, puis j'ai 10 de marge tout en bas, qui est déjà très, très bon, là. Ça veut dire que pour faire, tu fais 1 million sur 10 millions, et même rares sont ceux qui le font réellement. Si tu veux faire un autre million de plus en bas, là, minute, il faut que tu rajoutes un autre 10 millions. Là. Si tu veux juste faire un 100 000 de plus en bas, il faut que tu rajoutes 1 million de ventes de plus. Si tu veux faire un 100 000 en bas en génie industriel, tu coupes un peu de matière première, une main-d'œuvre ou 2, boum, tu viens de faire ton 100 000 sans avoir fait une seule vente de plus. Absolument. Fait qu'un client que je nommerai pas, mais il y a quelques années, qui faisait 20 millions de chiffre d'affaires,
après qu'on ait réorganisé son usine, ben, développait 8 de profit brut. Mais quand tu fais 20 millions, là, ça, c'est 1,6 million direct sur la ligne en bas Ouais. pour avoir dépensé dans leur cas à eux 400 000, 500 000. On s'entend que tes C'est un honoraires bon sont... investissement. Oui, oui. Tes, Ouais. tes honoraires sont largement rentabilisés. C'est ça. Fait que ça vient donner ce coup de main-là à des entreprises qui ont des projets de relocalisation. Déjà, ils vont avoir un bâtiment à payer. Vous vous occupez de financement, vous savez plus que moi là-dessus. Mais si tu es capable d'amener dans ton case study qu'il y a vraiment des gains importants qui s'amènent, bien, ça devient intéressant pour les banquiers, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, je peux penser aussi aujourd'hui, là, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, là, c'est encore plus important parce que justement, tous les gains qu'on va faire aussi là-dessus, quand tu manques de monde, ça devient comme essentiel. Tout là. à fait, tout à fait. C'est ce qui fait que je vous dirais, les étudiants qui graduent des universités dans ce domaine-là, des cégeps, sont en grosse demande de façon générale parce que les entreprises de taille moyenne ou plus grosse connaissent le domaine quand même et vont aller chercher ces ressources-là pour faire des gains. Il n'est pas rare que n'importe quel employé qui est gradué en génie industriel, son salaire va être payé par multiple de 4, 5, 6, 7, 10 par année sur les projets sur lesquels ces gens-là travaillent. Puis on parle de tous ces gens-là, les ingénieurs industriels. Est-ce qu'ils ont tous une compétence équivalente? Est-ce que c'est... Ben, au niveau, je dirais, projet d'aménagement d'usine ou relocalisation d'espace industriel, la réponse, c'est non. En fait, et je vais vous faire un comparable, est-ce que tous les avocats ont une compétence équivalente dans le domaine matrimonial ou en expropriation avec des représentations au tribunal administratif du Québec, par exemple? Parce que je travaille avec certains d'entre eux comme témoins experts au tribunal administratif du Québec pour des dossiers qui touchent l'expropriation ou des réévaluations de comptes de taxation. Et c'est clair que non. Là, les avocats vont suivre un cours général. Je n'ai pas suivi de cours de droit. Mais après ça, vont finir par aboutir dans une spécialité de pratique et vont faire en sorte que cette expertise-là va les rendre de beaucoup meilleurs dans le domaine. Je connais un avocat que les seules causes qu'il fait, c'est des causes reliées au domaine gazier, les conduites de gaz, là, à Montréal, un peu partout, que les entrepreneurs accrochent ou autres. Bon, il y a eu des erreurs faites par une partie ou l'autre, là. Et les seules causes qu'il fait, il vit de ça, là. Il ne vit que de ça. C'est assez pointu comme spécialité. Et c'est la même chose dans le domaine du droit. Fait que nous, en génie industriel, il y en a qui sont spécialisés en qualité. Il y en a qui vont se spécialiser en approvisionnement. Il y en a qui vont se spécialiser à être des gestionnaires de production, d'opération. Et donc, il y a un petit groupe qui se spécialise en aménagement d'usines. Et c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu plus compliqué à trouver, mais il y en a. Et je donnerais le même conseil à n'importe qui a besoin d'un avocat. Prends pas ton chum avocat au coin de la rue parce que tu le connais. Demande-lui plutôt, ça fait combien de centaines de projets dans le domaine d'expertise que toi, tu as besoin, que cet avocat-là a fait. Au fil des années, à travailler avec des avocats, j'ai vraiment vu la différence là, avec des avocats spécialisés dans des domaines versus non. Et il faut pas se tromper. Et encore là, il y en a qui font cette erreur-là très clairement là, dans le domaine. Okay. Fait que donc, vous voulez faire un projet de déménagement d'usine, vous voulez acquérir un immeuble, vous visez un projet de construction pour votre expansion, votre croissance. Trouvez-vous un ingénieur industriel? Oui, mais qui a une expertise en aménagement d'usine. Et je vous dirais, j'ai des collègues, moi, qui viennent me chercher, qui sont ingénieurs industriels. J'étais encore chez des distributeurs il n'y a pas 2 semaines. Et on dit, regarde, moi, j'ai de l'expertise, j'ai travaillé en processus d'affaires, dans des grandes boîtes, des banques, etc. Je vous disais, le génie industriel, dans le service, les hôpitaux ou autres. Mais Jean, je n'ai pas ton expertise en aménagement d'usine. Je veux que tu viennes m'aider. Et c'est clairement ça. Fait que vous voyez qu'il
il y a vraiment des spécialistes dans chaque domaine. Vous en êtes aussi dans votre propre domaine. Mhm. OK. Puis c'est clair, tu sais, puis dans ta spécialité, c'est quoi, en fait, les étapes là, tu sais, qu'on va pouvoir suivre pour arriver avec mon OK. projet, là? Alors, ce que je vous disais en gros, de mon côté à moi, c'est pas le cas de tous les ingénieurs industriels spécialisés en aménagement d'usine. J'ai 2 grands services, le développement de plans d'aménagement et la portion que j'appelle gestion de relocalisation, gestion de déménagement, qui devient de la gestion de projet de ce type de projet-là. Les grandes étapes en général, si je parle du développement des plans, ben oui, on va analyser les produits, les quantités des clients. C'est ce que nous, on appelle les courbes PQ. Là. C'est très, je vous dirais, je ne veux pas dire théorique, mais il faut passer par là. Et les gens voient des choses là-dedans. Vous êtes peut-être familier avec la courbe de Pareto, là. 20 des produits représentent 80 des ventes. Et quand on analyse les produits de nos clients, c'est souvent ce qu'on fait ressortir. Ils ont un feeling, mais quand tu vois les chiffres, là, récemment, un client, là, c'était 20 des produits qui étaient 79 c'était assez proche du 80. Pareto, il a fait une bonne job. Bon, des fois, c'est 30, 70, mais ça fait voir l'importance qu'il faut mettre. Donc, produit-quantité, c'est première étape. Et des fois, on a des petites bataille même de ce côté-là, parce que les entreprises ont des données sur leur chiffre d'affaires. Oh oui, je vends 20 millions, 5 millions de ça, 10 millions de ça. Oui, mais ça fait quoi en quantité? Parce que moi, sur un plancher d'usine, c'est des palettes que je transporte. Puis donc, tu as des produits qui ont différents prix, oui. C'est quoi le prix moyen? Puis il faut essayer de tourner ça en unités pour voir qu'est-ce qu'on va manutentionner. Je vous parlais de manutention. Je ne manutentionnerai pas des dollars sur le plancher. Sauf si je suis dans une imprimerie qui en produit. Ce qui m'est arrivé il y a un certain nombre d'années à Ottawa, travailler là où on produit des billets de banque. Alors là, c'est une autre histoire. Donc, après ça, on analyse, oui, les procédés de fabrication et on fait des relevés des installations qui sont sur place. Il faut connaître les façons de faire. Et c'est là qu'on voit comment les gens se promènent du début de l'usine au fond, reviennent dans le milieu, retournent en arrière. On développe des petits diagrammes spaghetti qu'on appelle pour leur dire, regardez comment que c'est pas linéaire, puis comment pied linéaire par commande vous passez sur le plancher. Et là arrive l'étape très importante après tout ça, parce qu'on a des données sur les produits, les quantités, les équipements. Là, on vient faire un lien avec ça, et là, toutes les stratégies possibles de fabrication. Et c'est là qu'on va venir leur dire, écoutez, c'est le fun de vos départements, mais là, il faut arriver dans l'ère moderne des années 2022 et plus. Et ça fait déjà des années que certaines entreprises fonctionnent différemment. Ben là, il va falloir créer des cellules de fabrication. Le monde pense qu'on les amène en prison. Alors là, c'est pas ça. Et toute cette partie-là, je vous dirais, qui nous amène à un blocage d'espace, c'est là où l'argent se joue dans nos projets. Ces stratégies-là, et qui se termine par des blocages d'espace, c'est ce qui va faire la différence entre on va avoir trop de manutention et on va perdre de l'argent à toutes les heures, à tous les jours, évidemment, toutes les semaines, à tous les mois. Donc, cette partie-là est super critique. Après ça nous donne des pieds carrés où on a besoin de 30. On avait 30, on a besoin de 40. Parfait. Et là, il va y avoir la sélection d'un site. Et là, oui, le courtier, évidemment, immobilier va rentrer en jeu, mais le courtier hypothécaire aussi, parce que là, on sait qu'est-ce qu'on pense qu'on veut financer. Évidemment, vous, il va y avoir besoin d'ajustement parce que quel bâtiment on va trouver? Y a-tu 18 murs à mettre à terre ou aucun? Faut-tu stripper bureau complet pour qu'on recommence? Oui, le bâtiment est intéressant, mais il faudrait l'agrandir. Parce que finalement, le meilleur deal, c'est un building de 30 000, mais sur un terrain où on peut rajouter 10 000. Là, il y a un projet de construction. Fait que là, les budgets bougent un peu. Mais là, ça, c'est cette partie-là de sélection, je dis de site, qui peut être un terrain vierge, comme ça peut être un bâtiment avec des agrandissements ou autre. Et là, nous, on revient après pour refaire un peu notre blocage d'espace. Parce que si le bâtiment trouvé, nous, on avait fait un blocage idéal en rectangle, mais que finalement, on trouve un L au meilleur prix possible, que j'ai fait une visite avec eux, confirmé que oui, ça ferait du sens, mais là, on va refaire notre blocage là-dedans, et on arrive à l'étape suivante qui s'appelle l'aménagement de détail. Là, on place vraiment tous les meubles, comme une maison. Vous avez décidé de mettre la cuisine en arrière parce que le matin, vous aimez vous lever avec le soleil plutôt que mettre ça en avant.
puis le salon est de l'autre côté, puis les chambres sont de tel côté, puis le garage. Vous avez bloqué des espaces, puis une fois que vous avez sélectionné le site, c'est une construction neuve, regardons ça, il y a un arbre là, il faut qu'on switch le garage de bord, on veut sauver cet arbre-là. Ben là, vous allez faire l'aménagement de détail à l'intérieur. Fait que là, on va localiser tous les équipements, les prises de courant, les poubelles, nommez-les. OK? Puis, et là, ça donne le plan d'aménagement de détail, à partir duquel, là, des architectes, c'est une construction neuve, vont arriver. Parce que même des localisations de colonnes, ce qu'on appelle en anglais le span des colonnes, là, il y a plein de buildings où c'est moi qui ai décidé de quel span on aurait. Parce qu'on avait un atelier de peinture, on avait besoin de plus grand, plus court, tel type de palettier. Et là, l'architecte arrive là-dedans. On revalide évidemment les colonnes, être sûr qu'on ne va pas à des limites où là, le coût va augmenter davantage. Eux vont travailler l'enveloppe du bâtiment. Là, les autres ingénieurs vont embarquer dans le projet mécanique, électrique, structure. Et évidemment, l'entrepreneur général. Des fois, c'est l'entrepreneur qui arrive en premier parce que l'entreprise choisit qu'elle veut une approche clé en main d'un entrepreneur avec toute son équipe. Et ça, on respecte ça aussi. Il y a plusieurs formules. Mais tout se passe là. Et là, l'usine se construit et on offre aux gens d'agir comme gestionnaire au niveau de la relocalisation. Donc oui, il est arrivé que j'ai même choisi avec les clients des architectes, des ingénieurs conseils avec eux, pour concevoir l'usine. Et là, pendant la construction, nous, on regarde ça de façon un peu éloignée. On s'assure que tous les services qu'on veut soient rendus aux bons endroits. Fait que oui, on va travailler plus proche avec, évidemment, les électriciens éventuellement. Mais il faut que les murs soient aux bons endroits aussi. Parce que ça arrive. Hein, c'est ça sur le plan, mais sur le terrain, ils n'ont pas mis le caniveau au bon endroit. Ils n'ont pas mis le mur, ils l'ont déplacé de 2 pieds. Oui, mais moi, j'ai une allée avec des palettiers, puis j'ai tel type de chariot élévateur qui prend tant de largeur d'aller. Je ne peux pas le perdre, le 2 pieds. Fait que donc, on est là comme surveillant, en réalité, et on amène toute notre panoplie. Là, je vous parlais du checklist. Donc, et là, les appels d'offres qui peuvent venir avec ça, d'équipements, de déménageurs spécialisés, au niveau déménagement de bureaux, installateurs d'air comprimé. Ça aussi, c'est un domaine en soi. Les ingénieurs mécaniques ne feront pas de plan d'air comprimé. C'est des fournisseurs directement. Fait qu'est-ce que tu leur donnes pour qu'ils puissent coter? Alors, des fois, les entreprises ne savent même pas. Là, ben, moi, je le fais venir. Non, là, c'est pas tu le fais venir de même. Là. C'est tu es sorti au bout. Là. Quelle grosseur on met pour que tes connexions fonctionnent? Si tu avais toutes sortes de connexions en demi, en 3/8, ben là, on va essayer de standardiser ça. Fait que, il y a toutes ces réflexions-là qui se font quand je vous disais qu'il y a des centaines de sujets. Fait qu'au fil des années, on a développé des connaissances autour de ça. Et ça nous permet de transférer ces connaissances-là. Et on accompagne les clients dans ces projets-là selon ce qu'ils veulent. Là. C'est comme un menu au restaurant à centaines de points. Là. Exigé ou pas, après ça, qui s'en occupe? Vous voulez qu'on s'en occupe? Fait que est-ce que je m'en vais dans la cuisine préparer la soupe ou c'est vous qui allez la faire? Des exemples simples. Voulez-vous une génératrice? Oui, non. Bon, là, ça amène une discussion. Il y en a un autour de là qui va dire oui, l'autre va dire non. Bon, OK, on ne réglera peut-être pas tout ça là. Mais ça fait réfléchir. Ben oui. Puis après ça, si oui, qui magasine? Qui va en appel d'offres pour avoir une génératrice? Parce qu'après ça, il faut donner ce feedback-là aux entrepreneurs. C'est tout ça. Mais là-dedans, il y a autant ça jusqu'au rideau de fenêtre en passant par les extincteurs. Parce que les extincteurs qui sont dans l'usine, ils appartiennent à l'entreprise. Tu les laisses pas là. Donc, tu pars avec. Mais qui va réinstaller l'autre côté? As-tu un janitor man là, qui va s'occuper de ça? En général, non. Fait que donc, on fait des appels d'offres auprès des gens qui vont réinstaller ça avec des dates. On monte des échéanciers. Fait que c'est toutes des choses qu'on peut offrir. Mais le client peut dire, moi, tout ce que je veux, là, je veux que tu fasses l'appel d'offres du déménagement. Moi, la construction, la mise en... Tout le reste, je m'en occupe. Parfait, pas de problème. Alors, sauf qu'ils vont avoir vu tous les éléments, incluant des demandes de permis, ça liste, puis dire, ça, on ne l'a pas encore fait.
Fait que là, il y a quelqu'un en place qui va falloir qu'il s'en occupe. Puis évidemment, là, tu sais, puis on se connaît, là, puis on a déjà parlé de plein de projets, puis de clients et tout ça. Ça évolue. Donc, ton client d'aujourd'hui, ben, ça se peut qu'il te rappelle dans 4 ans parce qu'il y a un agrandissement ou un nouveau plan à développer ou quoi que Ouais. ce soit. Comme un client qui aurait juste un projet, mais qui dit, regarde, ouais, peut-être que je viens d'entendre ça, puis peut-être que ça serait intéressant. Ouais. Ça pourrait se faire aussi. Là, Ah tu sais, oui, on oui, peut, tout est... on peut écoutez, travailler à partir de zéro ou on peut partir d'une structure existante. Là. tout à fait. Il y a des gens qu'on va avoir servi une fois parce qu'ils ont déménagé à un endroit, puis on s'entend que les gens, au niveau industriel, déménagent pas tout le temps à toutes les années ou à toutes les 2 ans, sont là pour un certain temps. Les propriétés changent aussi, etc. Mais j'ai fait des projets où, il y a quelques années, ça faisait 20 ans que j'avais déménagé cette usine-là. Et quand je suis arrivé là, il restait un employé de plancher qui était encore là après 20 ans. C'est pour vous dire. Puis, c'est ça. Un autre l'année dernière, j'ai commencé en 2008. Je l'ai réaménagé dans son usine existante. On l'a déménagé quelques années plus tard dans un autre bâtiment locatif. Et il a fait 10 ans là. Et l'année dernière, on l'a aidé à construire une usine de près de 50 000 pieds qui inclut toutes les étapes. Et lui, je vous dirais, il me l'a dit comme ça, c'est très flatteur, là. Il m'a dit, Jean, si tu n'avais pas été là, si tu n'avais pas eu le temps de t'occuper de mon projet, je ne le faisais pas, ce projet-là. Point final. Fait que, tu sais, et le gars, c'est un ingénieur. Puis en plus, il y a ingénieur physique. Il y a toutes sortes de branches de génie. Et il avait même fait un bac en administration en plus par la suite. Là. Fait que le gars, il savait gérer son entreprise. Mais c'est pour vous dire que c'est ça, il a vécu des choses et il savait qu'il y aurait des chances d'oublier très, très, très peu de choses en travaillant avec un ingénieur industriel. Tu sais. Alors, c'est ça. Puis pour conclure, là, question de rapper ça rapidement, Ouais. c'est quoi le meilleur conseil qu'on pourrait donner à un industriel là, qui a des projets, que ce soit pour se relocaliser ou se construire? Trois petits conseils rapides. De un, contactez un ingénieur industriel. Trouvez-en un qui a une expertise en aménagement d'usine pour travailler avec vous à planifier votre projet puis vous accompagner. Vous allez rentabiliser cette personne-là maintes et maintes fois. Sinon, établissez bien vos pieds carrés requis. C'est vraiment, vraiment important avant de faire intervenir d'autres personnes. Dans le sens où, en établissant ça, en ayant votre aménagement général, la hauteur que vous avez besoin, le nombre de quais ou de portes, l'entrée électrique, ça, c'est le minimum. Les gens partent souvent avec à peu près pas grand-chose à ce niveau-là, et c'est malheureux. Et dernier conseil, dans nos vies personnelles, même, ça s'adresse à ça, en partie, développer un budget. Hein? Clairement. Combien de clients j'ai rencontrés? Avez-vous un budget? Non. Des grosses entreprises, là. Pas de budget. Fait que crachez un chiffre quelconque au moins, parce que vous n'avez pas idée. Les gens pensent que déménager leur usine, là, ça ne coûtera pas cher. Ils ont vraiment des surprises parfois, c'est clair. Et évidemment, planifier votre projet. Oui, préparer les plans, ça devrait prendre ce temps-là. Après ça, ben là, s'il y a une construction à faire ou des travaux, même l'acquisition, ça ne se fait pas comme ça. Combien de fois des deals n'ont pas marché à la dernière minute, les gens, il faut qu'ils recommencent. Le financement de ça. Et donc là, oui, il faut que vous commenciez à parler à votre courtier hypothécaire pour voir comment vous allez financer votre projet. Puis, dès le début, ça fait que le budget que vous allez bâtir, puis un peu la planification va déjà faire du sens au moment où vous allez rencontrer votre ingénieur industriel. Puis moi, si vous ne l'avez pas fait, bien là, je vais vous pousser un peu dans cet exercice-là, un peu dès le début. Puis on va développer le projet à partir de là, puis on va peaufiner ces éléments-là. Alors, Jean Daigneault, Implantec, merci beaucoup. Je retiens une chose de tout ça, réfléchir. Réfléchir à notre projet, du début évidemment jusqu'à la fin, le penser sur plan, le penser avant même de commencer à chercher le lieu où on veut s'installer. Il faut penser à ce qu'on a besoin, penser à notre budget,
pensez à la gestion des opérations, pensez au type de machinerie, pensez à tout. Et tu es l'expert pour nous aider à faire Ben ça. merci, c'est très gentil. Puis je veux pas closer pour toi parce que c'est toi qui as fait le closing, mais tu me fais penser à un concept très japonais qui dit réfléchissez longtemps, agissez rapidement. Et voilà. Et voilà. c'est exactement ce que tu as mentionné. Ben merci beaucoup à vous Merci deux. beaucoup, Merci à toi. Jean. Si on a besoin de te rejoindre, à quel numéro on peut te rejoindre? Alors, numéro très simple, 514-726-2939. Et Courriel? courriel jean.daigneault, D-A-I-G-N-E-A-U-L-T, @implantech pour implantation de technologie. Alors, IM comme Manon, PLAN comme Nicole, TECH.ca. Excellent. Merci beaucoup, Jean. Merci tout le monde. Merci d'avoir assisté. J'espère que vous aussi allez prendre le temps de réfléchir avant d'agir, mais agir rapidement. C'est la chose la plus importante. Merci d'avoir assisté au podcast Le Plexcom et à bientôt.